Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la correction de l'examen régional normalisé, session 2019, matière sciences de la vie et de la terre, région Rabat, Salé et Kenitra. Cette vidéo est consacrée à la deuxième partie de l'examen qui est consacrée à la partie de raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. Un premier exercice, on nous demande, comme énoncé, pour mettre en évidence certaines manifestations de la sensibilité consciente, nous proposons les données suivantes. Ces données sont en connaissant que la peau possède ou bien contient plusieurs récepteurs sensoriels. Par exemple, dans les corpuscules M, qui sont les corpuscules de Meissner, qui sont sensibles à une faible pression. Le document 1 que nous allons voir, celui-là, le document 1 montre le positionnement des corpuscules M de Meissner dans les trois zones A, la zone B et la zone C. Cette zone A, la zone B et la zone C de la peau de la main, la figure A. Voici la figure A. Et il montre cette figure aussi leur nombre dans chaque centimètre carré de la peau au niveau de ces zones, c'est-à-dire la zone A et la zone B et la zone C. Voici le diagramme du nombre des corpuscules de Meissner dans un centimètre carré de la peau, zone cutanée de la peau, de la main. C'est la zone A, la zone B et la zone C. Donc voici la paume de la main, pointe du doigt, c'est la zone A, sous le doigt, c'est la zone B, et puis la paume de la main, c'est la zone C. Et voici une coupe au niveau de la peau qui montre l'épiderme, le voici, le derme, et montre les corpuscules tactiles de Meissner. Le voici un exemple qui est relié, chaque corpuscule de Meissner est relié à une fibre nerveuse sensitive. La voici. Dans la première question, on nous demande, en vous basant sur les données de la figure B, la voici, la figure B, voici la figure B, du document 1, déterminer le nombre des corpuscules de Meissner au niveau de la zone A, c'est-à-dire la pointe du doigt, au niveau de la zone B, c'est-à-dire sous le doigt, au niveau de la zone C, c'est-à-dire dans la paume de la main. Donc, lorsqu'on analyse, on observe le diagramme, on constate que dans la zone A, cette zone A, le nombre des corpuscules de Meissner sont 140 millions par centimètre carré. Alors que dans la zone B, le nombre des corpuscules de Meissner est de 20 millions de corpuscules de Meissner par centimètre carré. Et dans la zone C, c'est la paume de la main, le nombre des corpuscules de Meissner est environ 40 millions de corpuscules de Meissner par centimètre carré de la peau. Donc, les réponses, la zone A, ou bien dans la zone A, il y a 140 millions par centimètre carré de corpuscules de Meissner. Dans la zone B, il y a 20 millions de corps de Meissner par centimètre carré de la peau. Alors que dans la zone C, il y a environ 40 millions de corpuscules de Meissner par centimètre carré de la peau. Très bien.
Alors maintenant, on passe à la deuxième question. On vous demande de déterminer parmi les trois zones, c'est-à-dire la zone A, la zone B, c'est-à-dire la zone A, la zone B, la zone C, la zone la plus sensible à la légère pression. Justifiez votre réponse. Alors, du fait que la densité ou bien le nombre des corpuscules de Bissner est plus grand dans la zone A, et puisque les corpuscules de Bissner sont sensibles à la pression faible, donc la réponse est la réponse à cette question, la zone A est la plus sensible à la pression légère, car cette zone, elle contient beaucoup, ou bien un très grand nombre des corpuscules de Bissner. Ces corpuscules de Bissner qui sont responsables de la sensibilité de la pression légère, du fait que le nombre des corpuscules de Bissner est d'environ 140 millions, c'est-à-dire un très grand nombre par centimètre carré de la peau. Très bien. Et maintenant, on continue. Le corpuscule M de Missner a été isolé avec sa fibre sensorielle et celle-ci a été connectée à un enregistreur des signaux électriques, c'est-à-dire un flux nerveux. Puis, une légère pression a été exercée sur le corpuscule de Missner. Le document 2 montre le protocole expérimental et les résultats obtenus. Voici le protocole expérimental. On a prélevé le corpuscule de Missner qu'on a placé dans un liquide physiologique, c'est-à-dire un liquide nutritif. Puis on a connecté sa fibre nerveuse à un appareil d'enregistrement des signaux électriques. Et puis, avec un appareil de pression, on presse le corpuscule de Bissner avec une faible pression. On constate que lorsqu'il n'y a pas de pression, l'appareil qui enregistre les signaux électriques n'enregistre rien. Alors que lorsque le corpuscule de Bissner est pressé par une faible pression, on constate que l'appareil d'enregistrement enregistre un signal électrique qui est l'influx nerveux. Voici le protocole expérimental et le résultat obtenu. On vous demande comme première question, déterminer la nature de l'excitant utilisé dans l'expérience représentée sur la figure B du document 2. Donc la nature de cette excitation, il s'agit d'une excitation mécanique par pression. Donc comme réponse, il s'agit d'une excitation mécanique. C'est une excitation mécanique par pression faible. Et puis, dans la quatrième question, on vous demande d'expliquer les résultats obtenus dans l'expérience représentée dans le document 2, en mettant en évidence le rôle du corpuscule de Bissner 2 points. Donc, comme on a avancé, on constate que lorsque le corpuscule de Bissner est excité par faible pression, l'appareil qui enregistre le courant électrique enregistre le passage d'un signal électrique qui est l'influx nerveux sensitif. Donc le rôle des corpuscules de Bissner, c'est l'élaboration de l'influx nerveux sensitif lorsque il est excité par une faible pression. Donc la réponse est... Donc voici la réponse. L'appareil d'enregistrement enregistre le passage de l'influx nerveux lorsque le corpuscule de Bissner est excité par la pression. Donc le rôle du corpuscule de Bissner est l'élaboration de l'influx nerveux sensoriel. Très bien. Et maintenant, on passe à d'autres énoncés.
Le document 3, le voici, montre, c'est un schéma simplifié des structures nerveuses qui relient l'aire de la sensibilité générale au corpuscule de Bissner. Donc le document 3, le voici. Voici l'aire de la sensibilité générale, c'est-à-dire l'aire tactile. Voici le bulbe rachidien. Voici la moelle épinière. Voici les fibres sensitives. Voici la peau, c'est-à-dire le doigt. Donc, voici l'excitant, c'est-à-dire une excitation par faible pression. On vous demande comme question 5, représenter par des flèches sur le schéma le trajet de l'influx nerveux sensoriel pendant l'application d'une légère, c'est-à-dire d'une faible pression sur le doigt, sur la pointe du doigt. Donc voici l'instrument ou bien l'excitant qui exerce une faible pression sur la peau. Donc lorsque la peau est excitée, les corpuscules du Bissner élaborent l'influx nerveux sensitif ou bien sensoriel qui est conduit vers l'aire de la sensibilité générale. Donc l'influx nerveux naît au niveau de la peau du doigt, puis il est conduit par les fibres sensitives qui se trouvent dans les nerfs rachidiens, puis entre par la racine postérieure et accède dans la moelle épinière et monte vers le bulbe rachidien, et puis il passe de l'autre côté, vers, vers l'aire de la sensibilité générale ou bien l'aire tactile. Donc voici la réponse. Et puis, maintenant, on passe à la 6e question. On vous demande résumer sous forme du texte ou bien d'un texte le trajet de l'influx nerveux et les éléments qui interviennent dans la sensibilité générale, c'est-à-dire le toucher, la sensibilité générale tactile. Donc, les éléments qui interviennent dans la sensibilité générale, c'est-à-dire le toucher, ce sont les corpuscules tactiles qui se trouvent dans la peau, qui élaborent l'influx nerveux sensitif ou bien sensoriel lorsqu'ils sont excités. L'influx nerveux sensoriel est envoyé par des fibres nerveuses sensitives vers l'aire de la sensibilité générale. Donc voici la réponse. Les corpuscules tactiles dans la peau élaborent l'influx nerveux sensoriel qui est conduit par les fibres nerveuses sensitives qui se trouvent dans les nerfs rachidiens et la moelle épinière vers l'aire de la sensibilité générale. Cette aire de la sensibilité générale qui interprète l'influx nerveux sensoriel tactile et détermine la nature de la sensation tactile. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Afin de mettre en évidence la nature et les caractéristiques de la réponse immunitaire dirigée contre certains antigènes, on propose les données suivantes. Donc, le document 1 représente 2 expériences réalisées sur 2 lapins, le lapin A et le lapin B. Première expérience, on injecte dans le lapin A de l'anatoxine tétanique. Et puis après 15 jours, on injecte à ce lapin A de la toxine tétanique. On constate la survie du lapin A. Deuxième expérience. À un autre lapin B, on injecte l'anatoxine tétanique. Et puis après 15 jours, on injecte à ce lapin B de la toxine diphtérique. On constate la mort du lapin B. Donc, première question, on nous demande de déterminer les antigènes utilisés dans les 2 expériences, l'expérience 1 et l'expérience 2 du document 1. Donc, les antigènes sont la toxine tétanique
et la toxine diphtérique. Très bien. Et puis, deuxième question, on nous demande d'écrire les conditions et les résultats des deux expériences, l'expérience 1 et l'expérience 2. La réponse est, donc la réponse, dans l'expérience A, on injecte au lapin A l'anatoxine tétanique, puis après 15 jours, on lui injecte la toxine tétanique. On constate la survie du lapin A. Dans la deuxième expérience, on a injecté au lapin B l'anatoxine tétanique et puis après 15 jours, on lui injecte la toxine diphtérique. On constate la mort de ce lapin atteint de la diphtérie. Très bien. Et maintenant, afin de comprendre les résultats des expériences 1 et 2, on isole le sérum du sang du lapin A qui est resté en vie et on le met dans deux tubes A et C, tube X et tube Y. On ajoute la toxine tétanique au tube X et la toxine diphtérique au tube Y. Le document 2 représente les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Donc, l'expérience numéro 3, on prend le sérum du lapin A dans le tube X, et puis on lui ajoute de la toxine tétanique. On constate, comme observa, on constate la formation d'un précipité. Alors l'observation au microscope de ce précipité, on constate que les anticorps qui se trouvent dans le sérum se fixent sur la toxine tétanique et le neutralisent, et formation d'un complexe immunitaire qui est constitué par la toxine tétanique et les anticorps. Alors que dans l'expérience 4, on ajoute dans le sérum du lapin A de la toxine diphtérique. On constate qu'il n'y a pas formation de précipité. L'observation microscopique montre que la toxine, ou bien montre que les anticorps qui se trouvent dans le sérum ne se fixent pas sur la toxine diphtérique, c'est-à-dire pas de formation de complexe immunitaire. Donc, la troisième question, on nous demande de comparer les résultats de l'observation microscopique du contenu de chaque tube AIC, c'est-à-dire le tube X et le tube Y. Comme réponse, dans le tube X, il y a formation d'un précipité du complexe anticorps-antigène, car les anticorps antitétaniques qui se trouvent dans le sérum se fixent sur la toxine tétanique. Et dans le tube Y, il n'y a pas de formation du complexe anticorps-antigène, car les anticorps antitétaniques ne se fixent pas sur la toxine diphtérique. Très bien. Et maintenant, on passe à la quatrième question. À partir des données du document 2, expliquez les résultats des deux expériences 1 et 2 qui sont représentées dans le document 1, c'est-à-dire la survie du lapin A et la mort du lapin B. Donc, la réponse d'explication est la suivante. Dans l'expérience 1, la souris A survécu car les anticorps antitétaniques produits par la souris A ont neutralisé la toxine tétanique. Alors que dans l'expérience 2, la souris B meurt car les anticorps antitétaniques produits par la souris B n'ont pas neutralisé la toxine diphtérique. Très bien. Et maintenant, on passe à la dernière question, la question 5. Déduire la voie et les caractéristiques de la réponse immunitaire mise en évidence dans ces deux expériences. La réponse est: il s'agit de l'immunité humorale
qui est donc spécifique, c'est-à-dire à chaque antigène, le corps produit des anticorps spécifiques pour le neutraliser. Mes chers élèves, on est arrivé à cette correction. Je vous invite à encourager ma chaîne, à participer et à partager, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.